Welcome back. We're in the second half of day 2 here at the Human Advantage. We learn from doing and seeing what works and what doesn't. That's the core. Bien, nous allons voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On va explorer les meilleurs cas d'étude de l'IA et on va parler expérimentation. C'est ça. John, est-ce que vous êtes là? Hi John. Bonjour John, est-ce que ça va? Early morning. Bon, il est tôt chez vous. C'est ça. Je suis arrivé à 2 heures du matin, j'avais un vol et j'ai dormi quelques heures et voilà, je suis ravi d'être avec vous. Mais écoutez, merci John, merci d'être là, on est ravis de vous avoir en direct. À la fin de la présentation, les gens qui nous écoutent auront la possibilité d'échanger avec vous, de vous poser des questions. Donc un très grand merci de votre présence et de nous faire profiter de votre expertise. John. Donc, tout d'abord, encore une fois, je le répète, nous sommes très très heureux de vous avoir à nouveau cette année à la conférence Human Advantage. En 2022 et en 2023, vous êtes intervenus et le niveau a été très très apprécié par les gens qui nous écoutent. Évidemment, ça met la barre très haut. Hein. Enfin, vous êtes mis votre propre barre très haut. Hein. Voilà, donc jamais 203. D'ailleurs, j'ai remarqué que je suis passé d'1 heure à une demi-heure. Voilà, vous avez une demi-heure. Avant, vous aviez 1 heure. Donc, si vous ne connaissez pas John List, ou si vous n'avez pas participé aux éditions précédentes, John List est universitaire. Il travaille à l'université de Chicago. Il travaille avec Walmart. Il a rédigé plusieurs ouvrages. Les voilà. On vous les montre. Hein. The Voltage Effect. Alors, il y a les versions américaines, britanniques et françaises. John est un des fondateurs de l'économie expérimentale. Aujourd'hui, on va parler de l'IA générative. On va démarrer avec une petite présentation rapide. On passera à l'entretien et puis ensuite, nous aurons une session de questions-réponses. John, merci encore une fois. Je vous propose de passer à la présentation. Merci d'abord. Merci de m'avoir réinvité. Je suis très content d'être là à nouveau. Parce que j'aime cette conférence, parce que le niveau y est très bon. Donc, j'ai 10-15 minutes. Je vais parler d'un sujet sur lequel nous travaillons avec Walmart et à l'Université de Chicago, où je suis. Et on va parler d'expérience dans un environnement privé et dans un contexte académique, universitaire. Donc, pendant ma présentation, je vais essayer de vous montrer quels sont les objectifs de ces expérimentations, qu'en attend-on, et ensuite, on va injecter à tout ça une petite dose d'IA. L'idée étant que l'IA peut nous aider, peut jouer un rôle important aujourd'hui et à l'avenir. Les 2 études sur lesquelles je me base sont Gary Charnes, qui n'est plus avec nous, qui nous a quittés, et Brian Jabarian, qui est français d'ailleurs, qui était l'un de mes étudiants, doctorants. Donc je vais m'inspirer de leurs travaux et puis d'un autre projet de recherche qui n'est pas publié encore, qui sera publié d'ici une semaine ou 2 et qui porte sur les 12 meilleures pratiques pour optimiser l'IA générative. Donc voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de ça et de vous parler de la Gen AI dans l'expérimentation.
Donc, d'abord, l'impact, c'est d'aller mesurer l'impact causal avec des validités internes et puis déterminer également des médiateurs, des modérateurs de manière éthique et responsable. Donc le premier objectif, EP1, c'est le problème expérimental, c'est comprendre l'effet des causes et les causes des effets de manière éthique. Le problème 2, c'est la validité interne et puis on passe aux validités externes. Donc là, le problème 2, c'est vous trouvez qu'un résultat peut être généralisé à d'autres contextes, même s'ils sont différents au niveau temporel, spatial ou échelle, au niveau de l'échelle. L'échelle, c'est important. Vous vous rappelez, j'ai parlé de l'échelle l'année dernière. Et encore aujourd'hui, l'échelle, c'est quelque chose d'extrêmement vague qui couvre de nombreux concepts. Quand on parle de validité externe, l'idée, c'est d'aller généraliser les effets de traitement. Est-ce qu'ils peuvent être généralisés ou pas? Lorsqu'on parle d'échelle, de scaling, c'est un concept qui est important au niveau des gouvernements, dans les entreprises privées. On devrait aussi s'en émouvoir dans la recherche académique. Donc c'est assez différent et cela comprend notamment de la validité externe. Alors, vous allez me dire, très bien, EP1, problème 1 et problème 2. Dans le problème 2, il y a l'échelle, très bien, mais l'IA, dans tout ça, fait quoi? Quel est le rôle de l'IA? Eh bien, un peu partout, pour faire court. L'IA générative, il me semble, lorsque vous prenez l'approche expérimentale, il y a d'abord la conception, la donnée et l'analyse de la donnée. Et l'IA peut intervenir à ces trois étapes, dans ces trois domaines de la recherche expérimentale. Donc la thèse que je vais essayer de mettre en avant aujourd'hui, c'est que la GenAI peut vraiment repousser la frontière grâce à des approches nouvelles, que ce soit dans le design, dans la mise en œuvre et dans l'analyse des données. Et ces trois domaines, l'usage de l'IA va pouvoir à la fois répondre aux problématiques, à la problématique 1 et la problématique 2. Alors, une autre façon de voir ça, finalement, ça serait de dire que le GenAI va réduire le coût marginal de la recherche. Ça, c'est bien. Voilà, au niveau du design, de l'implémentation, de l'analyse, mais si on était naïf quant à l'usage de la GenAI, il pourrait y avoir un coût très important aussi. Et dans mes deux documents, dans mes deux projets, lorsque j'évoque les bonnes pratiques, notamment en matière de design, de conception et de mise en œuvre, il faut bien entendu comprendre que la GenAI, c'est pas gratuit, d'accord? Lorsque vous utilisez l'IA générative, il y a un coût. Donc les 12 bonnes pratiques reprennent ces coûts potentiels. Ce qui est bien avec l'AI générative, c'est qu'il peut y avoir des bénéfices aussi, mais des coûts, bien évidemment. Donc, avec ces 12 bonnes pratiques qu'on étudie dans le design, la mise en œuvre et l'analyse, on regarde, on analyse à la fois les bénéfices, mais aussi les coûts potentiels. Voilà, c'est important. Donc, quelques exemples ici. On va commencer avec un exemple dans le design. Donc, que ce soit dans le monde universitaire ou dans les entreprises, dans l'entreprise privée. Les entreprises, on parle beaucoup d'éthique. Est-ce que nous faisons est éthique? Est-ce que nous devons faire des plans de pré-analyse? Dans l'expérimentation, ce sont des questions importantes. Alors, d'aucuns vous diront, c'est extrêmement cher.
coûteux au niveau des ressources. Ce qui veut dire que ceux qui ont beaucoup d'argent, eh bien, ont un avantage compétitif parce que le ticket d'entrée est extrêmement élevé. Alors, l'IA générative peut permettre de réduire significativement ce ticket d'entrée et donc démocratiser la science, dans un sens. Ça permet aussi de mieux communiquer, de communiquer plus. Et l'IA générative est particulièrement utile pour donner des informations qui vont au-delà de nos théories économiques ou de sciences sociales pour identifier des médiateurs pertinents, des mécanismes ou des modérateurs. Vous vous rappelez, c'était important dans le problème 1, lorsque je parlais des modérateurs. Ça vous permet aussi de parler de vos canaux causaux, de causalité. Moi, je fais ce travail depuis les années 90, donc j'ai une relativement bonne connaissance des pièges, des dangers, des mécanismes qui peuvent intervenir dans un contexte expérimental, que ce soit chez Walmart ou dans ma recherche académique. L'IA générative peut avoir un impact extrêmement positif, notamment si vous avez peu d'expérience pour comprendre ces canaux. Alors, je vous propose maintenant de passer du design à l'implémentation, à la mise en œuvre. Donc là, mon idée, si on reprend le problème 2, eh bien, je pense que l'IA générative peut nous aider au niveau, pour ce que j'appelle réfléchir à l'option C. Alors, c'est quoi l'option C? Là, je renvoie à ce que je disais l'année dernière lorsque je parlais de l'effet voltage, le voltage effect. L'idée, c'est que vous trouvez un résultat très important dans votre boîte de pétri, vous le publiez, et puis lorsque vous le mettez à l'échelle, tout à coup, votre résultat se retrouve détérioré. Donc au début, le profil était formidable, vous avez décidé de continuer, et puis en fait, pour réaliser plus tard que ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle le voltage effect. Donc, que pouvons-nous faire pour minimiser cet effet voltage, ce voltage effect? Donc, c'est ce que j'appelle la troisième option, l'option C. C'est un projet que j'ai publié dans Nature il y a quelques mois. Donc, l'option 3, l'option C, eh bien, va au-delà de l'efficacité. L'option C consiste à dire, bon, quelles sont les conditions dans lesquelles mon idée ou mon programme sera utilisé une fois qu'il sera utilisé à grande échelle. Donc le modèle de recherche, en fait, on le projette immédiatement dans la vraie vie. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'option C. On fait beaucoup de tests A, B, A, B. Moi, je pense que nous devons ajouter cette option C. Et ce qui est encore plus important, l'IA générative peut augmenter de manière significative cette option C et l'usage de cette option C. Donc, il faut le faire très en amont, dès la conception de votre projet de recherche. Donc, il faut clairement se poser la question des contraintes. Quelles sont les contraintes auxquelles je pourrais faire face une fois que mon projet sera lancé? Quels sont les facteurs qui pourraient impacter la mise en place à grande échelle de mon projet? Et voilà, pour l'option C, en fait, ouvre la voie à l'utilisation de l'IA générative. Alors, chez Check, avec lesquels je travaille, nous avons mis en place ce concept de l'option C pour mettre en place, créer des choses qui peuvent être utilisées à grande échelle. Un cursus de formation, par exemple.
Voilà, l'idée c'est de voir si un cursus résiste même à grande échelle au niveau du nombre de professeurs, etc. Passons maintenant à l'analyse des données. Alors, je pense que l'IA va permettre de changer beaucoup de choses, notamment en matière de réplicabilité, par exemple. Ce qui est important en matière d'analyse des données, c'est avons-nous d'abord fait les bonnes instructions est-ce que les choses sont véritablement comparables? Les modèles d'IA ne produisent pas toujours les mêmes résultats avec les mêmes données. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper dès le début. Il faut créer des paquets de réplication avec les mêmes outils d'IA. Et ça, c'est une expérimentation en soi pour comprendre si l'outil est véritablement robuste. Alors, ce qui marche chez Walmart, par exemple, lorsque les gens utilisent la régression pour faire de la modélisation de données expérimentales, ils passent souvent à côté de la baseline. Donc, avec Ian et Greg, j'ai rédigé un projet de recherche il y a peu de temps lorsqu'on utilise exactement la même baseline. Si vous utilisez des techniques ML plutôt que l'ajustement par régression linéaire, eh bien, vous pouvez avoir entre 4 et 8% d'observations en moins, ce qui permet de renforcer le design juste avec des outils LM, du machine learning. Donc, quelles sont les leçons? Eh bien, un élément dont il faut être extrêmement conscient, c'est qu'on ne va pas remplacer l'ingénuité humaine d'abord. Nous avons beaucoup de pression, notamment pour publier, et ce que je voudrais éviter ici, c'est la science de l'homogénéité. Ce qui est formidable dans la science, c'est la créativité, bien au contraire, et d'aider ceux qui font preuve de créativité. Et l'IA générative doit augmenter la créativité, doit la célébrer plutôt que de l'empêcher. Dans ma dernière diapo, quelques grands enseignements. Je pense que pour augmenter la quantité de connaissances scientifiques, nous avons de bonnes raisons d'être optimistes. Je pense que l'IA générative pourra le faire dans les 3 domaines expérimentés ou expérimentaux. Parce qu'on peut générer des données de manière sélective en laboratoire, sur le terrain. Il y a la capacité de renforcer la réplicabilité avec un impact donc important dans ce domaine de la réplicabilité. Et les économistes d'hier avaient leurs grandes théories, nous donnaient des insights sur la spécialisation, les avantages comparatifs. Aujourd'hui, moi je pense qu'on peut dire que les économies de demain continueront toujours de la même manière, mais utiliseront de manière chirurgicale l'IA générative pour apprendre des choses extrêmement valables sur comment nous fonctionnons, et puis donc ça sur le problème 1, mais aussi sur le problème 2. Voilà, j'en ai terminé, c'était rapide. Merci beaucoup. N'hésitez pas maintenant à me poser toutes vos questions. Eh bien, écoutez, nous avons des questions, on a des questions en ligne. Je vais vous poser 2 questions, je pense qu'elles sont liées. Comment les chercheurs sont-ils sûrs que l'usage d'IA générative ne va pas induire de nouvelles erreurs ou de nouveaux biais? Comment peut-on mesurer la performance d'une IA? Est-ce que c'est une question de performance? Alors, je vais commencer avec la deuxième question, la qualité de la donnée.
Ce sont deux sujets qui me préoccupent beaucoup. J'ai essayé vraiment de m'intéresser aux points positifs, donc je n'ai pas énormément parlé des points négatifs. Je pense que dans le domaine de la vie privée, de la protection des données, il y a beaucoup de bonnes pratiques. Il faut s'assurer que les plateformes aient tout simplement des mesures de protection des données. Il faut donc être extrêmement prudent lorsqu'on en alimente ces modèles. Il faut faire une promesse vis-à-vis des sources de données, y compris la protection des données, tout simplement. C'est un sujet qui inquiète beaucoup de gens, mais je crois que c'est absolument essentiel. En ce qui concerne les erreurs, oui, vous avez absolument raison. Il peut y avoir des erreurs de nature différente d'ailleurs, telles que nous n'en avons jamais vues auparavant. L'IA générative et le ML sont des choses extrêmement nouvelles et il faut expérimenter en permanence, faire des tests de robustesse, voir ce que donnent les résultats et est-ce qu'on peut être certain effectivement que nous n'avons pas introduit de nouveaux biais par exemple. Alors, autre question, quel est l'avantage humain? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'IA ne peut pas apprendre, que seul l'humain pourrait faire? L'avantage humain, c'est la créativité. Nous fonctionnons de manière non linéaire, les gens ne réfléchissent pas de la même manière, nous réfléchissons tous de manière différente et ça c'est important. La bonne pratique numéro 12, c'est que l'IA générative ne remplacera jamais le génie humain. Et je suis optimiste quant à l'espèce humaine et sa capacité à continuer à conserver cet avantage. Mais l'humain peut être augmenté grâce à ces outils pour rendre le monde meilleur. Voilà, grâce à ce problème 1 et au problème 2. Mais je pense qu'il n'y a pas de risque, sauf à ce que l'on laisse l'IA générative prendre le dessus. Ce serait malheureux, mais je ne pense pas que nous en arriverons là. John, autre question. Est-ce que les petites organisations, celles qui ont moins de ressources, peuvent également faire ce type d'expérimentation en utilisant l'IA générative? Est-ce que ce sont des solutions qui sont à portée de toutes les bourses? Moi, je dirais oui. Oui. J'évoquais tout à l'heure le sujet de l'analyse de la donnée. Bon, l'IA générative peut aider les petites entreprises, les petits pays qui ont peu de ressources financières parce qu'il permet d'expérimenter de manière beaucoup plus profonde que dans une expérimentation classique. Aujourd'hui, les petites entreprises ne peuvent pas faire certaines expérimentations parce qu'elles n'ont pas assez de données, pas assez de clients. Mais avec l'IA générative, tout à coup, ces barrières tombent. Vous voyez? Donc la puissance d'expérimentation est décuplée grâce à l'IA générative. La vraie question, c'est est-ce que ces petites entreprises disposent du capital humain dont elles ont besoin? Si vous prenez Uber, Google, Walmart ont beaucoup d'argent, ils vont chercher à employer les meilleurs. Est-ce qu'il en reste derrière pour les petites entreprises? Bon, écoutez, moi je pense que aujourd'hui l'approche a été suffisamment démocratisée
Si vous savez comment utiliser Python, de la donnée ou d'autres langages de programmation, je pense que vous pouvez les utiliser de manière assez basique. Lorsque j'ai rédigé l'étude à laquelle je faisais référence tout à l'heure, le code est dedans. Voilà, vous faites un copier-coller, vous mettez ça dans le programme dans votre code de programmation et c'est parti pour vous. Vous pouvez augmenter votre capacité d'expérimentation de 10%. Voilà, même si vous êtes lycéen et vous avez peu de connaissances, vous pouvez le faire. C'est vraiment pas très compliqué. Voilà. Donc oui, tout cela est en voie de démocratisation, c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut simplement s'assurer que lorsque l'on crée, que l'on permet à chacun de l'utiliser. Parce que, voilà, tout ça, c'est pour le bien commun. C'est pour une connaissance commune qui pourrait nous permettre à terme d'améliorer le monde, tout simplement. Nous avons beaucoup de chercheurs, nous avons des PDG, nous avons des étudiants. Quelles sont les compétences dont les chercheurs, universitaires ou pas, ont besoin pour travailler avec l'IA générative? Est-ce que vous pouvez penser à des outils en particulier? Alors, si j'étais une entreprise, je pense que je chercherais à mettre en place un partenariat avec des chercheurs universitaires, parce qu'il y a potentiellement d'énormes gains à réaliser. Ce que l'on voit beaucoup, c'est de la recherche universitaire qui veulent travailler avec les gouvernements ou avec des entreprises privées et qui sont tout à fait prêts à mettre gratuitement à disposition des chercheurs. Donc eux, ils sont d'accord pour travailler avec vos données, voir ce qu'ils arrivent à en tirer et s'ils arrivent à rédiger un projet à partir de ça. Voilà. Donc c'est intéressant. Si vous avez une belle plateforme avec plein de données, mais vous n'avez pas le capital humain et que vous êtes face à des chercheurs qui sont en recherche de partenariats comme vous, voilà, ce sont des partenariats parfaits. C'est vraiment un échange de bons procédés, finalement, entre une entreprise privée et des chercheurs universitaires. Et un bon moyen aussi pour diffuser la connaissance et la technologie, c'est essentiel. Voilà. Alors, à plus long terme, néanmoins, il y a des cours, il y a des formations qui existent, des gens qui sont très brillants et qui vont pouvoir vous former sur le sujet. Nous vivons dans une économie de la connaissance. Et dans une économie de la connaissance, on a besoin d'informations, on a besoin de ces insights. Et voilà, le capital humain, clairement, est essentiel. Voilà, donc en fait, ça a recueilli beaucoup de questions, celle-ci. Le rôle de l'IA Gen pour prédire des résultats en simulant les participants, c'est-à-dire que vous pouvez réduire une liste pour avoir une liste d'idées prometteuses. Vous pensez que c'est une bonne idée? Il y a des gens qui y réfléchissent. Votre auditoire est forcément intelligent et avisé. Mais bon, en même temps, ça suscite quelques appréhensions de mon côté. Parce que IP1, avec ça, quand on génère de nouveaux éclairages, nouveaux insights, il faut s'assurer que ce sont là des idées originales et sincères. Alors, quid de la crédibilité de notre recherche? Cet ensemble de données, il a été créé par l'IA ou par un cerveau humain qui faisait partie d'une expérience. Et quand vous commencez à envisager comment dire, une fois que nous perdons l'intégrité et la confiance des décideurs, s'agissant des résultats que nous pouvons produire, nous sommes dans un mauvais espace. Donc il faut s'assurer que les données générées
sont des données fiables. Il en est de la crédibilité des sciences comportementales. Les sciences comportementales ont traversé tout cela, Data Colada notamment. Ces chercheurs, vous savez ce qui est devenu. Et c'est des périls qui pèsent sur l'intégrité de notre pratique scientifique. Donc c'est utilisé, c'est ce que je disais avec l'option C. Quelque part, ce que vous faites, c'est que vous allez essayer de trouver les meilleurs traitements avec mon modèle théorique des prédictions, ce qui est possible d'après l'IA Gen. Et je vais poursuivre avec ma conception théorique. Donc, il y a des bénéfices, des avantages pour IP1, mais en retenant l'option C. Mais il y a ce tableau éventuellement sombre, car il faut s'assurer que nous dupliquons des choses pour s'assurer qu'il s'agit bel et bien de déclarages fondés qu'on peut soumettre aux dirigeants. Donc votre défi remporte un vif succès et j'incite l'auditoire à lire cet ouvrage, le Voltage Effect, qui parle de l'innovation. Voilà, je tiens à vous remercier, John. J'espère vous retrouver physiquement un jour et passer une excellente journée. Merci. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'échanger avec vous. À chaque fois que je vous vois, vous me faites passer une bonne journée, tout sourire. Voilà, continuez à changer le monde avec la science. Merci. Merci, John.